Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Je me rappelle de cette meringue qui m'arrive dans le nez avec ce bruit qui est extrêmement léger, qui est comme un nuage qui croustille extérieur, enfin incroyable. Et donc en fait, ça m'a décuplé mes ailes pour essayer d'y arriver et puis donner tort à tous ces gens qui pensaient que c'était pas possible. Et je pense que finalement, on est tous capables d'atteindre cette excellence-là. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, si vous nous suivez, vous savez que nous recevons des femmes et des hommes qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu particulier, la délicatisserie. L'atelier de pâtisserie de la chef pâtissière Nina Métayer, sacrée en 2023 meilleure pâtissière du monde. Bonjour Nina. Bonjour Aude. Nina, vous êtes pâtissière, mais pas seulement. Vous êtes mariée avec Mathieu, maman de 2 petites filles, entrepreneuse, marraine d'une association qui aide les jeunes en difficulté, généreuse dans votre travail comme dans votre vie. Vous avez 37 ans et depuis toute petite, le plaisir et le goût, ainsi que la joie sont votre moteur. Merci beaucoup de nous accueillir. Mais avec grand plaisir. Alors on va commencer une première partie de notre entretien sur votre parcours. On va rembobiner. Comment était votre enfance et quelle petite fille, quelle jeune fille étiez-vous ? Est-ce que vous étiez déjà gourmande ? Alors j'étais une petite fille très heureuse, très gourmande. J'étais dans le petit monde de Nina. C'est un petit monde à part. Mes parents m'ont toujours dit que dans le petit monde de Nina, tout est merveilleux, etc. Et je pense avec un petit peu d'appréhension pour eux de se dire qu'un jour peut-être que je comprendrai que le monde n'est pas comme ça. Mais en fait, parfois même la tristesse, les choses dures, j'ai toujours pris ça comme des émotions qui me rendaient vivante. Et en fait, ouais, dans le petit monde de Nina, parfois c'est un peu dur. Mais ça permet aussi d'accueillir plein de belles choses parce que je pense que les vrais bonheurs, on ne peut pas les vivre si on ne se rend pas compte qu'ils sont précieux. Et s'ils sont précieux, c'est qu'ils ne sont pas là tout le temps. Qu'est-ce que vous aimiez faire ? Est-ce que vous aimiez déjà cuisiner, la pâtisserie ? Alors non, j'aimais beaucoup manger. Je cuisinais très peu. J'aimais bien partager des moments de cuisine avec ma grand-mère du côté paternel, même maternelle qui cuisinait pas beaucoup, ou même mes parents. Mais on va dire que j'y allais quand on m'invitait. J'initiais pas ça. À 16 ans, vous partez au Mexique à faire du pain. Pourquoi du pain ? Je suis en quête un peu de moi. Je me cherche, j'ai envie de faire quelque chose de bien, d'apprendre des choses. Et je me retrouve finalement, je tombe amoureuse de ce pays et des gens qui font toujours, qui me correspondent bien. En fait, ils font la fête pour tout. Que ce soit joyeux ou parfois même les moments difficiles, il y a toujours la fête. C'est toujours positif au Mexique. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ici que je veux habiter, c'est le pays qui me correspond. Et en tant que Française, on me demandait si je savais faire du pain. Évidemment, je savais pas faire du pain. Mais j'ai rencontré 2 boulangers français qui s'étaient installés là-bas. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être mon futur métier. Et donc, en fait, je rentre en France et je décide de vouloir être boulangère. Et puis finalement, au départ, je savais même pas que j'allais aimer. Enfin, moi, j'aime manger le pain. Mon menu préféré, c'est quand même du pain, du beurre et un petit pointe de fleur de sel de l'île de Ré. Et en fait, je découvre ces 2 matières qui sont incroyables parce que c'est la première fois de ma vie, je pense, où je suis fière de ce que je fais. Parce que grâce au savoir qu'on me transmet, je sais donner vie à ces 2-3 ingrédients finalement qui sont extrêmement simples, que tout le monde a chez soi, mais que personne chez soi sait donner vie à ces 3 ingrédients, à la farine, de l'eau et du sel. D'un jour à l'autre, on voit l'évolution, d'un jour à l'autre, on voit la satisfaction de notre travail. Et ensuite, après, on fait plaisir aux gens. Donc là, voilà, j'ai découvert mon métier à ce moment-là. D'ailleurs, en plus, je détestais les gâteaux et je détestais faire des gâteaux. C'était un peu à l'opposé de moi. Déjà parce que je m'étais mise dans une case qui était la case de la boulangerie. Et la boulangerie et les pâtissiers sont souvent extrêmement opposés dans nos métiers. Il y a les boulangers, c'est un peu des gros bourrins qui brassent beaucoup de farine, d'eau, de pâtes. Et moi, je m'aimais bien là-dedans, en fait. Ça me correspondait totalement à mon côté un peu hyperactif et un peu bourrine, quoi. On vous avait quand même dit que vous n'en seriez pas capable ? Alors oui, mais alors ça, j'ai jamais vraiment trop cru parce que effectivement, quand on cherchait du travail en boulangerie, on me disait que c'était pas fait pour moi.
parce que j'avais pas la carrure d'un boulanger, parce que c'était pas un métier féminin. Et en fait, j'ai eu de la chance d'avoir été élevée dans une famille où les hommes et les femmes sont capables de faire la même chose. Donc quand on me dit ça, c'est un nouveau challenge pour moi, mais ça m'arrête pas du tout. Je me dis, non, je vais juste leur montrer qu'en fait, on peut faire la même chose. Enfin, je vois pas le problème. C'était plutôt dans ce sens-là. Et du coup, ça m'a presque rajouté un petit peu de fierté à dire, mais oui, mais je vais vous montrer, vous vous trompez complètement. Enfin, je suis largement capable de faire du pain. Et en fait, je trouve pas de travail à cause de ça encore. Et je me dis, mais je vais pas... moi, j'aime faire du pain. Et donc, j'ai remarqué que la pâtisserie, il y avait plus de filles dans la pâtisserie et que si je faisais une école de pâtisserie, je pouvais peut-être à terme trouver une boulangerie, être recrutée en tant que pâtissière et leur montrer que finalement, je sais faire du pain, qu'ils peuvent me faire confiance et je serai boulangère. Donc, je ne serai pas recrutée de la même façon, mais je leur montrerai qu'ils ont tort et que je sais faire du pain. Donc ça, c'était vraiment le plan. Parce que j'aimais pas manger des gâteaux, j'aimais pas les faire, jusqu'au jour où j'ai rencontré Camille Le Sec au Meurice. Et j'ai goûté la meilleure tarte citron de ma vie, qui a changé ma vie. Je me rappelle de tout, je me rappelle de l'endroit exactement, je me rappelle de qui était devant moi, enfin la position du plan de travail, je me rappelle de cette meringue qui m'arrive dans le nez avec ce bruit qui est extrêmement léger, qui est comme un nuage qui est croustille extérieur, enfin incroyable. Je me rappelle de cette crème au citron, je me rappelle de cette pâte sucrée extrêmement friable et bien cuite. Enfin, ça, on s'en rappelle toute sa vie, en fait. Et donc là, vous décidez de faire de la pâtisserie. J'ai jamais décidé de faire de la pâtisserie. À ce moment-là, je dis waouh, finalement, je veux bien continuer à apprendre à faire des desserts. Parce que j'aimerais bien pouvoir faire un jour moi-même cette tarte citron. Et puis, vous êtes passé avec différents chefs, Yannick Aleno, Jean-François Piège. Et puis, un jour, vous décidez de monter votre propre projet, d'être entrepreneuse. Quel a été le déclic ? J'avais besoin de rêves. En fait, moi, depuis que je suis petite, dans le petit monde de Nina, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de choses et j'ai pas de limite. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment limitée. On m'a dit non, surtout, fais pas plus, surtout, reste bien là où t'es, à ta place, et puis ce sera bien. Et en fait, moi, je trouvais pas ça bien. Vous aviez envie de plus ? J'ai plus de challenge. Donc, à partir du moment où j'ai plus de challenge, j'aime bien en avoir parce que j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin d'entreprendre des choses, j'ai besoin d'avoir des rêves, j'ai besoin d'avoir des projets. Et j'ai besoin que ce soit difficile. Et en fait, quand c'est trop facile, ça m'intéresse un peu moins. Et à ce moment-là, j'avais déjà eu des belles racines, des belles bases. Et je me sentais, plus ou moins capable. On ne se sent jamais complètement capable de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est quand même énormément d'inconnus. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai un entourage, j'ai une famille, j'ai des amis. Je me lance dans un projet qui n'est pas finalement inaccessible. Et j'ouvre la délicatisserie. Mon père est développeur, ma mère est journaliste et c'est vrai que je suis née dans les nouvelles technologies. Et mon mari Mathieu qui est aussi... Qui est geek. Qui est geek, complètement. Donc on a toujours des nouveaux jouets, etc. Et donc pour moi, l'artisanat a toujours été assez lié aux nouvelles technologies, contrairement peut-être à ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure du temps, où souvent on les oppose. Et finalement, moi ça me paraissait simple parce que finalement... L'artisanat, la pâtisserie, maintenant on a des desserts qui sont... avant on n'avait pas de frigo, avant on n'avait pas de moule et en fait petit à petit les nouvelles technologies ont toujours été au service de l'artisanat parce qu'on peut améliorer notre artisanat grâce à des outils, c'est comme en pâtisserie ou en boulangerie, on a eu accès à des batteurs, à des choses qui sont sur... des outils sur roulette, c'est bête mais c'est le début des technologies aussi. Faut créer des choses pour faciliter le quotidien de l'artisan. Et pour pouvoir après passer plus de temps à développer. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de monter la délicatisserie qui était au départ une boutique 100% digitale. Donc on a commencé à ouvrir uniquement pour des ventes de galettes. Et puis ensuite, moi je me suis dit, les gens vont acheter des galettes et moi je fabriquerai les galettes vendues. Et puis à ce moment-là, je les vendrai et j'irai les donner moi-même. Et comme ça, ça me paraissait largement faisable. Et on a grandi petit à petit. Donc c'est vrai qu'au tout début de délicatisserie, il y avait Océane d'abord qui est partie en congé maternité, ma première salariée. Célestin après qui l'a remplacé et Mathieu qui avait encore un travail d'ailleurs au début, donc qui travaillait la nuit après son travail. Et maintenant on est 90 à peu près. Voilà. Et vous faites pas que des galettes? Non, et maintenant on a ouvert tous les jours évidemment pour pouvoir assumer toutes les charges qui vont avec maintenant toute la maison métayée. Donc on a embarqué beaucoup de membres de la famille, on a embarqué des amis, on a embarqué aussi plein de super talents qui nous accompagnent au quotidien. On va passer à la deuxième partie de notre entretien, c'est vos défis. Alors l'un des premiers, vous l'évoquiez à l'instant, c'est travailler en famille. C'est-à-dire que toute la famille métayée est impliquée, pas toute, mais une grande partie de la famille métayée une grande partie. est impliquée. Ça fait quoi travailler en famille? C'est compliqué, c'est chouette, c'est
Alors, j'aurais jamais pensé ça. Et en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu m'offrir. C'est qu'ils viennent travailler avec moi. C'est qu'en fait, ils viennent pas travailler avec moi d'ailleurs. Ils travaillent tous les uns pour les autres. Ce qui est beau, c'est que j'aurais pas du tout développé ma société comme celle-là si ça n'avait pas été ma famille au départ. Parce que, en fait, en famille, on est généreux. Parce que finalement, on est capable de prendre plus de risques. On est capable d'aller dans des projets parce qu'on sait qu'on va se soutenir les uns les autres. Alors évidemment, parfois c'est pas si facile parce que il faut essayer de discerner ses émotions qui sont souvent un peu plus décuplées quand on est en famille. Donc on va avoir tendance à un peu plus mal parler, à un peu plus mal se parler parce qu'on va pas prendre les pincettes qu'on devrait prendre normalement avec des employés classiques. Quand il y a des tensions, comment on fait ? Il faut se dire les choses de toute façon. Si on se dit pas les choses, c'est là où il y a les non-dits et c'est là où il y a les plus grosses frustrations. Donc, il faut pas qu'il y ait de frustration. Quitte à s'engueuler, faut se dire les choses. Donc, on se les dit, on est fâché, on prend du recul, se mettre à la place de l'autre et se dire en quoi l'autre peut avoir raison. Qu'est-ce que je peux garder de cette contradiction, justement ? Comme on veut tous aller dans le même sens, finalement, on finit toujours par se faire un gros câlin, se dire pardon, je suis allé un peu loin, l'autre aussi. Et puis finalement, ça nous a donné l'opportunité de voir plusieurs possibilités d'échec. Et ça, c'est très important parce que comme on est beaucoup dans la contradiction en famille, parce qu'on veut pas aller à l'échec, on veut pouvoir voir un maximum de possibilités, soit de rater, soit de réussite aussi, mais c'est un beau cadeau parce que oui, les décisions sont peut-être plus longues à prendre, mais elles sont beaucoup plus mûrement réfléchies aussi. Il faut qu'elles aillent à tout le monde. Parce que s'il y en a un qui met son droit de veto, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui prend le pouvoir en cuisine dans la pâtisserie ? On m'a toujours dit qu'il faudrait faire un choix un jour sur ma carrière professionnelle et ma vie de famille, parce que j'ai toujours émis le désir de vouloir avoir une famille, des enfants, etc. Et en même temps, c'était très important pour moi aussi d'être épanouie professionnellement parlant et de prendre des responsabilités au travail et dans un milieu où, oui, on travaille souvent la nuit, le week-end, on travaille pendant les fêtes. Et j'ai toujours aussi exprimé assez clairement que j'aimais bien diriger. Et donc, tout ça n'allait pas vraiment ensemble. Et donc, évidemment, plusieurs fois, on me l'a dit, mais ça m'a donné à chaque fois la force d'essayer de le faire parce que je trouve ça vraiment pas très sympa, en fait, de couper les ailes de quelqu'un qui a des projets, peu importe finalement, mais il faut essayer d'emmener les gens. Pourquoi couper les ailes ? Enfin, pourquoi pas essayer ? Et donc, en fait, ça m'a décuplé mes ailes pour essayer d'y arriver et puis donner tort à tous ces gens qui pensaient que c'était pas possible. Vous étiez enceinte au moment de prendre un job assez important au Café Pouchkine. Qu'est-ce que vous avez ressenti et comment vous avez mené les deux fronts et ensuite votre seconde maternité ? Ça n'a pas toujours été évident. Parce qu'en plus, c'était au moment où tout le monde me dit c'est pas possible, il faut faire un choix, va falloir que tu mettes ta carrière de côté un petit peu le temps que tu fasses tes enfants, etc. Et puis après, bon courage pour la reprendre en gros, c'était un peu ça. Et puis aussi la culpabilisation de tu te rends compte à quel point tu travailles, t'es debout tout le temps, t'es enceinte, c'est dangereux pour ton bébé. On peut pas être une bonne mère si on est une bonne professionnelle, on peut pas être une bonne professionnelle si on est une bonne mère. Et en fait, tout ça s'opposait et finalement, moi, j'ai fini par le croire inconsciemment. Dans ma tête, je me disais, mais si Nina, bien sûr, c'est possible, etc. Ils ont tort. Mais en fait, au fond, on culpabilise. Et c'est vrai que là, c'est là où l'entourage est extrêmement important parce que l'entourage va nous dire, OK, prends du recul. Et en fait, il y a cette confiance avec l'entourage qui est très important. Alors, on peut l'avoir en famille, mais on peut l'avoir aussi de ses amis. On peut avoir cet entourage-là de confiance qui peut venir même du milieu professionnel où j'avais des collègues aussi qui m'ont soutenue dans ça. Et ouais, non, c'était très dur. Parce qu'il y a cette culpabilité parfois que la société nous met dessus. Même si on se dit non, au fur et à mesure, c'est un peu comme on finit par le digérer sans faire exprès, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, voilà, ça me correspond pas, je suis pas au bon endroit. Et en plus, on me demande d'être bien sage, d'être vraiment comme il faut être. Enfin, comment la société dit qu'il faut être. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Et à ce moment-là, j'ai l'entourage qui me dit, allez, on se lance. Et ils sont derrière moi, ils me disent, t'inquiète pas, on est là, en fait. Si toi, tu penses qu'il faut faire ça, on sera là pour toi. Et en fait, peu importe si je me loupe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai pas peur de rater. Je peux très bien, ils sont là. Si je rate, ils sont là et voilà, je sais faire des gâteaux, je retrouverai un poste finalement, peu importe. Donc ça, c'était votre première grossesse avant la naissance d'Anastasia. Puis ensuite, Adèle est arrivée. C'est ça. Ça a été différent. Vous aviez assumé le fait que vous pouviez faire les deux et qu'il n'y ait plus de culpabilité. En tout cas, je me suis dit, OK, maintenant, on arrête de cette culpabilité. Je vais essayer de l'enlever. C'est pas comme ça, ça s'enlève pas comme ça d'un coup, ça a mis un peu plus de temps. Mais au moins, je me suis dit, OK, c'est pas grave, je préfère avoir une vie beaucoup plus simple, peut-être avoir plus de salaire. J'avais acheté une maison, j'avais acheté une voiture, j'avais quand même certains remboursements à faire et puis je me sens la force de travailler. Je suis courageuse, mais par contre, je veux être heureuse. Et à ce moment-là, je me dis, je vivrai avec moins, mais je vivrai avec
avec ce qui pour moi est important, c'est-à-dire je suis capable de travailler, d'aider mes enfants en même temps, je sais que je suis capable de le faire. Et donc du coup, on va juste recentrer ses besoins. Et du coup, je l'ai vécu beaucoup plus sereinement. Et là, j'ai pas du tout pris de congé maternité avec Adèle. J'ai travaillé jusqu'à le jour où je suis partie de la maternité. J'ai travaillé le lendemain de mon retour en maternité avec mon bébé dans les bras. Voilà, en écharpe et ça s'est très très bien passé. Et finalement, je dis pas que c'était simple tous les jours parce que le manque de sommeil etc. Et puis, c'est pas évident à gérer avec un enfant en bas âge et un bébé. Mais en tout cas, mon cœur était beaucoup plus serein et rempli d'amour au quotidien avec mon bébé dans les bras. Au milieu de tout ça, vous avez été récompensé par vos pairs. Vous avez reçu plusieurs prix, et notamment dernièrement en 2023, le prix de la meilleure pâtissière mondiale. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça vous oblige, ce prix ? Ça a été une des plus belles reconnaissances de ma vie parce que y a eu des moments dans ma vie où finalement même j'ai fait des concours, que parfois j'ai raté, etc. Et je pense que dans la vie, les choses, elles sont pas faites par hasard, elles sont pas là par hasard. Et finalement, c'est la Confédération de l'Union internationale des boulangers-pâtissiers, donc le métier que j'ai choisi il y a maintenant 20 ans, qui ont eu du mal à m'intégrer. Concrètement, j'ai rêvé de faire ce métier, je suis partie un peu plus loin, j'ai commencé la pâtisserie, et en fait, finalement, il y a cette reconnaissance incroyable où il me donne la responsabilité de valoriser nos métiers à travers le monde, et j'ai cette responsabilité énorme qui est de mettre en lumière notre métier, donner envie aux jeunes de rejoindre ce métier, et finalement de partager cette passion incroyable que j'ai pour mon métier. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire, et je pense que c'est le plus beau cadeau que ce métier-là pouvait m'offrir. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est rassembler ces gens-là, aussi bien professionnellement parlant que les gourmands, que la famille, qu'en fait, il n'y a pas de limite dans nos métiers. On peut faire des gâteaux, les gâteaux, ça se partage sans aucune limite. C'est ça qui est beau. Alors, vous me donnez la transition pour la troisième partie de notre entretien, qui est votre engagement dans la transmission, notamment. C'est une part importante dans votre vie. Quel chef êtes-vous et comment alliez-vous exigence, parce que c'est un travail exigeant, et encouragement? Moi, c'est l'excellence qui m'a transmis la passion. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pas pu être passionnée de mon métier si j'avais pas eu cette excellence, cette exigence que mes chefs m'ont demandé. Parce qu'en fait, l'exigence que mes chefs m'ont demandé, ça a permis de sortir de moi des choses que je pensais pas être capable de faire. Cette fierté à la fin de la journée, après avoir raté 10 fois, la 11e on réussit. Et en fait, cette 11e fois, on la mesure par rapport aussi au nombre d'échecs qu'on a pu avoir avant. Donc en fait, il y a ce côté où l'excellence n'arrive pas comme ça. Ça tombe pas du ciel, c'est la force de travail, c'est du courage qu'on peut avoir à chaque fois de se relever à chaque fois qu'on est tombé. Et je pense que finalement, on est tous capables d'atteindre cette excellence-là. Je suis vraiment l'exemple même parce que moi, je suis vraiment une boulangère bourrine. Je suis pas du tout minutieuse, je suis pas du tout patiente. Et en fait, maintenant, mon travail en pâtisserie, c'est de la patience et de la minutie. Et c'était loin d'être inné chez moi. Et c'était à chaque fois parce que ça m'a demandé beaucoup de travail et parce que justement, je suis allée à l'endroit où j'imaginais pas aller, que finalement, maintenant, il n'y a plus rien d'impossible. Et moi, c'est dans ça que j'ai envie d'emmener aussi les jeunes. C'est dans ça que finalement, moi, j'étais complètement perdue quand j'étais au collège ou au lycée. J'étais nulle dans tout ce que j'essayais d'entreprendre, ça m'allait pas. Et le jour où j'ai trouvé la boulangerie, la pâtisserie, le jour où j'ai trouvé mon domaine, j'ai pu me révéler là-dedans. Et finalement, j'ai envie de pouvoir partager ce bonheur-là, que je puisse emmener des jeunes dans ce bonheur du quotidien que je vis au quotidien, en fait. Ce serait le plus beau cadeau que je puisse avoir. Et moi, il y a des gens qui m'ont amené vers là. Et j'ai envie, à mon tour, de passer le relais. Vous êtes marraine de la Fondation Apprentis d'Auteuil, avec Violette d'Orange, dans un autre style, la navigatrice. Qu'est-ce que la pâtisserie apporte à ces jeunes en termes de goût de l'effort? Comment est-ce que vous les suivez? Je pense qu'on a besoin d'exemples. J'admire beaucoup les gens. J'adore admirer les gens. Je trouve que quand on admire les gens, quand on a des exemples comme ça, ça va nous donner une direction, ou ça va nous donner un peu de courage, ou ça va nous donner une envie. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de partager mon parcours de façon très transparente, aussi bien dans les victoires que dans les échecs. Les échecs sont presque plus importants que les victoires, d'ailleurs, pour que ça puisse leur donner peut-être des idées de direction. Pas forcément la mienne, mais donner une petite impulsion. Et ensuite aussi, leur expliquer qu'ils peuvent atteindre l'excellence et qu'en fait, c'est des métiers où tout est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, il n'y a pas besoin, c'est la force du travail du quotidien, c'est en eux, ils vont trouver cette force-là en eux. Ils sont capables d'aller extrêmement loin et donc du coup, moi j'aime bien les accueillir chez nous. Je suis jury de certains concours, je trouve que les concours donnent
L'envie de travailler, la motivation d'aller plus loin que ce qu'on imagine. Et ensuite aussi, il faut être courageux pour faire un concours parce qu'on va se mettre à nu devant des jurys, on va se mettre, on met toutes nos capacités, comme ça on s'ouvre. C'est comme ça qu'on réussit les concours, c'est en s'ouvrant complètement, en allant jusqu'au bout de ses idées, en assumant son authenticité. De quoi vous êtes la plus fière, Nina ? Sans aucune commune mesure, je suis la plus fière de mon équipe. Et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire de toute ma vie, même pas les gâteaux. C'est avoir construit cette équipe sur qui je peux me reposer quand il faut. Ils m'emmènent aussi, ils me font vivre. Ils me poussent vers d'autres projets. Ouais, c'est savoir réunir tous ces gens incroyables. Voilà. Et quelle est votre pâtisserie préférée ? Ça dépend de l'heure de la journée. Je suis beaucoup trop gourmande pour en choisir une. Globalement, si je devais en choisir une, je dirais soit la galette des rois, soit le fraisier, parce que c'est mon gâteau d'anniversaire. Merci beaucoup Nina pour cet échange. J'en viens à la question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Alors moi, j'aimerais bien écouter Amandine Chéniaud. Amandine Chéniaud, ça a été ma chef. Elle est extrêmement engagée. Elle a une créativité. Elle a un engagement sans limite, je pense. Merci beaucoup Nina Métayer. Je rappelle que vous êtes pâtissière, entrepreneuse. Vous dirigez la délicatesserie. Merci Nina. Merci Aude. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que vous pouvez retrouver les engagés sur Figaro Radio, sur le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt. Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.